Bonjour à tous, bienvenue pour la 27e séance sur ce cours GNU Linux. On va parler des interfaces réseau. On va tout simplement voir comment faire de la configuration réseau. Et ça va être la partie la moins drôle, vous allez très vite comprendre pourquoi au fil de la vidéo. Puisqu'il faut savoir qu'il y a, et vous le savez de toute façon, vous l'avez vu maintenant, j'ai même fait un tutoriel là-dessus, il existe plusieurs distributions Linux. Donc ça c'est un premier point déjà qui est assez important à prendre en compte. La configuration d'un réseau se faisait d'une certaine manière, on va dire, sur des anciens systèmes, on peut dire ça comme ça. S'il y a eu des changements ou des modifications qui ont été apportées selon les distributions pour pouvoir configurer un réseau autrement. On a eu également des changements sur les systèmes d'amorçage, mais je vais en parler aussi, qui ont encadré, on va dire, cette configuration réseau. Le problème, c'est que les différentes distributions n'utilisent pas forcément les mêmes méthodes ou les mêmes systèmes pour pouvoir encadrer ou gérer en tout cas cette configuration du réseau. Et pire encore d'ailleurs, c'est le côté voilà un peu casse-pied, c'est qu'on a des fois donc certaines distributions qui sont passées à des méthodes un peu plus modernes, mais continuent quand même d'utiliser en parallèle certaines méthodes, on va dire à l'ancienne, et du coup ça se mélange un petit peu. Donc c'est le casse-tête, clairement, voilà, vous avez certainement peut-être déjà essayé de faire de la configuration sur une Debian ou une Ubuntu, et puis en voulant passer sur une Arch Linux, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui changeaient. Si vous êtes sur Fedora, pareil, sur OpenSUSE, bref, c'est assez compliqué. En gros, voilà, donc j'ai le t-shirt qui correspond bien au thème de la vidéo. Voilà, on en a gros, ça, voilà, ça va être un peu le bazar. Alors le but de cette vidéo, bien sûr, parce que c'est quand même plus pratique, je pars du principe, encore une fois, pour la majorité d'entre vous, que vous avez installé le même système que je propose dans ce cours, à savoir la distribution Ubuntu. Jusque-là, pas de problème. Si vous utilisez une distribution qui est une variante Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, etc., ou une distribution qui en dérive, ça posera normalement pas de problème à condition, bien sûr, d'être sur une distribution, ou en tout cas dans une version récente. Ça va de soi, mais ça, sans même parler de configuration réseau, vous devez de toute façon utiliser une distribution un minimum récente, ou en tout cas la version à long terme, donc la LTS, la plus à jour. Pour les gens qui seront sur d'autres distributions, en tout cas des distributions qui utilisent des principes de configuration réseau différents, c'est-à-dire si vous voyez que ce que je propose dans cette vidéo ne fonctionne pas, vous avez fait le choix de partir sur une distribution autre que celle que je propose dans cette vidéo, donc une distribution autre qu'une Ubuntu ou dérivée, je propose ou je proposerai, ça dépend du moment évidemment où vous regardez cette vidéo, en annexe, dans la playlist des tutoriels, les autres méthodes de configuration pour le réseau, d'accord? Donc c'est pas forcément, j'ai même pas envie de parler de méthode à l'ancienne, parce qu'il y a des distributions par exemple qui resteront toujours sur l'ancienne méthode qu'on utilisait pour configurer du réseau, d'accord? Qui veulent pas passer sur des outils qui sont sortis plus récemment, ou en tout cas après. Donc c'est au choix des différentes distributions, il y a des distributions qui sont très light et du coup utilisent ces anciens systèmes, d'autres qui sont passées à des choses beaucoup plus récentes, qui changent complètement. Donc je vais vous faire un petit résumé, on va en parler de toute façon bien dans le détail parce qu'il y a plein de choses à savoir avant même de passer à la configuration. Cette vidéo, donc je vous le cache pas, elle sera pas forcément, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, d'accord? La configuration de façon réseau de base, à part les administrateurs réseau et même eux, je suis pas sûr qu'ils soient spécialement amoureux de ce genre de procédé. C'est pas déjà, voilà, c'est un peu le casse-tête, c'est pas toujours la joie de configurer un réseau. Et en plus de ça, quand on a un système aussi fragmenté que Linux, c'est encore plus compliqué parce que selon la distribution que vous utilisez et la version de la distribution, la configuration ne se fera pas de la même manière. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de décortiquer un petit peu tout ça avec vous, qu'on voie ce qui est proposé aujourd'hui, en tout cas sur une Ubuntu, par exemple une version de 2018, voilà c'est le minimum, c'est la version LTS actuelle la plus récente, et après vous pourrez vous adapter ou voir les autres vidéos que je propose sur la chaîne pour trouver en fait ce qui correspond mieux à votre distribution. On va passer directement sur la machine ici, voilà, et on va regarder un petit peu tout ça en détail parce qu'il y a évidemment pas mal d'éléments, donc vous allez voir, c'est assez le bazar par rapport à ça. Donc pour faire simple, déjà, on avait vu sur la séance précédente quelques petites commandes pour vérifier des informations au réseau. Je vous ai d'ailleurs, je vous l'ai pas forcément dit, mais dans ces informations, je vous ai donné je vous ai fait par exemple montrer ou utiliser des outils qui ne sont pas forcément des outils qui resteront forcément tout le temps, d'accord? Parce qu'encore une fois, tout ce qui est lié au réseau change pas mal sur la distribution. Donc vous verrez que certaines commandes liées au terminal ou autres seront, ou tendront en tout cas à disparaître selon les cas. Donc il faudra voir un petit peu tout ça. Alors, par contre, je vais vérifier ce que j'ai. Oui, c'est bon, ça enregistre. Pour être sur ma vidéo enregistrée, que j'ai pas loupé le bouton. On va regarder du coup quelques outils pour vérifier notre connexion. Donc on va rester évidemment sur les choses les plus, on va dire, standards, on va pas commencer à faire pour du réseau virtuel, parce qu'il y a évidemment tout un tas de configurations et de scénarios possibles en réseau. Donc on restera sur des choses assez classiques bien sûr, et après il faudra voir de votre côté pour configurer des choses un peu plus complexes, d'autant qu'encore une fois, vous verrez que selon la méthode utilisée,
eh bien les moyens changeront. Donc ça fait tellement en fait de possibilités différentes qu'il m'est malheureusement pas possible de vous faire une vidéo ou quelques vidéos comme ça pour vous dire voilà, une fois que vous avez vu cette vidéo, vous saurez configurer votre réseau ou n'importe quel scénario, quelle structure de réseau sur n'importe quelle distribution Linux. C'est malheureusement pas possible. Donc on va essayer de voir un maximum et de couvrir un maximum de cas possibles, mais on pourra malheureusement pas tous les couvrir. Première chose déjà à voir, c'est la commande à connaître évidemment pour interroger. Donc on avait je crois qu'on en avait déjà parlé, mais dans le doute, je vais en reparler quand même. La commande qui permet d'interroger notamment un serveur. Par exemple, si je veux interroger, je sais pas, le site de Google, je vais faire la commande ping, d'accord ? Ça va envoyer certains paquets, on va voir en fait le temps de réponse, donc le temps que ça a pris, et si vous avez normalement ce genre de résultat, vous voyez que vous avez votre connexion internet qui est fonctionnelle, d'accord ? On arrive à ping Google, donc c'est qu'on arrive effectivement à envoyer des données vers son adresse, donc on arrive à communiquer par le réseau. Donc ça, on s'en servira de temps en temps pour vérifier par exemple notre configuration est bonne. Alors après, moi je vais pas évidemment éditer ma configuration réseau, je vais vous montrer juste là où ça se passe et comment on fait. Je ne vais pas aller commencer à éditer mes fichiers, d'autant que vous allez voir, même sur cette distribution-là, il y a déjà du mélange. Voilà, ça utilise des outils modernes, mais en même temps, ça travaille aussi avec des choses qui sont déjà plus anciennes. Donc c'est encore un mélange, et c'est un peu là pour le coup l'inconvénient, c'est que quand il y a des outils qui changent, ou des programmes qui changent pour gérer notamment des choses bas niveau comme le réseau ou autre, et bien le temps de faire la migration, souvent ça se mélange un petit peu, et c'est pas forcément très pratique. Donc peut-être que dans quelques versions supplémentaires, dans quelques années, on sera sur des outils 100% on va dire actuels, et ils auront peut-être laissé tomber les outils d'avant, en tout cas pour certaines distributions. On va regarder tout ça. Alors, un point important, en tout cas par rapport à ça, et ça concerne pour le coup cette distribution, c'est de savoir que votre système d'exploitation, quand vous le démarrez, en fait, il y a pas mal de choses qui démarrent avant même que vous ayez accès à votre bureau, d'accord ? Nous avons notamment ce qu'on appelle le init, qui est le système d'initialisation. En gros, comment ça marche pour, évidemment, simplifier les choses, parce que c'est beaucoup plus complexe que ce que je vais vous dire juste après. C'est un processus, d'accord ? Donc on verra un petit peu en fait un programme, d'accord ? C'est un système qui va charger le noyau, donc en l'occurrence ici Linux, ok ? Qui va ensuite permettre de monter la partition racine, donc vous savez le fameux slash qui représente la partition système, pour pouvoir charger ce dernier directement, donc via en fait la bonne partition. Ça va démarrer une console, puisque généralement vous voyez des lignes défiler quand vous démarrez votre OS, si en tout cas vous voyez, vous avez une distribution qui l'affiche, parce qu'on peut le masquer avec un splash screen éventuellement. Et on va avoir le processus init, qui est du coup celui qui possède le premier PID, le PID 1, il va démarrer. Alors d'ailleurs on doit pouvoir le trouver, je pense, si on fait un grep et qu'on filtre avec init. Alors non, évidemment. Est-ce qu'on peut le retrouver dans la liste? Parce que le problème c'est que la liste est assez grande. Voilà, on l'a ici, sbin init. D'accord, et c'est toujours celui qui aura le premier PID. En gros, c'est le premier processus de votre programme qui va être lancé, et c'est la dernière tâche en fait qui va se terminer. Quand vous allez éteindre votre système, vous allez mettre en extinction votre ordinateur, c'est le dernier en fait processus qui viendra à s'éteindre, d'accord, pour l'arrêt. Donc ça, il faut savoir comment ça fonctionne. Pourquoi je vous parle à nouveau de processus alors qu'on est censé parler de configuration réseau? Parce que justement, depuis certaines versions, donc ça date maintenant de quelques années, c'est pas sorti hier ou la semaine dernière, mais comme quoi vous voyez que même après plusieurs années, la transition elle n'est pas complètement faite encore. Nous avons en fait des distributions qui ont choisi de changer de système d'initialisation. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'existe pas qu'un seul système d'initialisation, il en existe plusieurs, il en a existé plusieurs. Évidemment, et encore une fois, comme Linux est un système qui propose tout un ensemble de distributions, on va dire même des distributions qui font partie de la famille des systèmes Unix, j'en ai d'ailleurs parlé dans mon tuto là de choix de distribution Linux, vous avez donc toute une fragmentation, c'est-à-dire tout un tas de systèmes finalement disponibles, et ces systèmes n'ont pas obligation, d'accord, de dire on utilise absolument tous le même système d'initialisation. Demain, si même vous, par exemple, vous voulez développer votre propre système d'initialisation et le proposer au public, il y aura un nouveau système d'initialisation qui sera disponible sur internet que les gens pourront utiliser. Donc il en existe pas mal comme ça, et c'est ça justement qui a été modifié, qui a été changé ou adopté pour certaines distributions, et Ubuntu en fait partie. Même la distribution Debian, qui est une grosse, une méta-distribution, a connu des changements là-dessus. Par exemple, on avait le système qui s'appelle sysvinit, donc c'est le fameux système V, d'accord, qui est un peu on va dire l'ancêtre, c'est un peu un système historique. On a eu ensuite, alors notamment pour Ubuntu, là je vous parle d'Ubuntu. On a eu donc ce Ubuntu qui utilisait en tout cas ce type de système d'initialisation, qui ensuite est passé à Upstart. Alors Upstart, je crois que c'était
vers la version 15, je crois, donc vers 2015, hein, qu'il y a eu ce changement comme ça pour Upstart. Et ensuite, ils sont passés, et j'ai des bêtises, non, ça a été fait avant, parce que 2015, en fait, c'est l'arrivée d'un autre. Donc on avait système V, on a eu ensuite Upstart, donc vous voyez, c'est même des fois après de retrouver les dates, tout ça, c'est un peu compliqué, parce ça se mélange un petit peu dans la tête. Et ensuite est arrivé un autre système qui s'appelle Système D. Et ça, d'ailleurs, vous avez peut-être vu passer des articles sur Internet, si vous vous renseignez un peu sur l'actualité sur Linux ou autre, où vous avez peut-être entendu parler d'un débat, notamment entre 6V, hein, donc le système V, et système D. D'accord, c'est un peu un débat assez houleux sur Internet, et même encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc il faut savoir que depuis 2015, je crois, c'est avril 2015 en gros, Ubuntu notamment, puisqu'on parle d'Ubuntu ici, a adopté ce système d'initialisation là, c'est-à-dire le fameux système D, d'accord. Il est utilisé, puisque c'est la distribution là que vous avez installée normalement, hein, pour suivre ce cours, celui que je vous ai proposé, hein. Je vous ai proposé une Ubuntu, c'est une, si je dis pas de bêtises, c'était la 18.04, hein, normalement. Linux machin, on verra pas là, mais il me semble qu'on avait installé ça, hein. Je sais plus si vous avez fait installer la LTS, donc peu importe, parce que ça se trouve, vous n'avez pas forcément installé la même version. Mais en gros, voilà. Au minimum, c'est sûr que c'est la version de 2018, donc par rapport à 2015, hein, on a plusieurs versions de sortie après. Donc depuis ces distributions-là, système D est le système d'initialisation qui est intégré à Ubuntu, qui est intégré d'ailleurs à Debian. C'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs pas mal d'histoires, ça a fait beaucoup de bruit, hein, ça, le passage à système D chez Debian. Je crois que Fedora aussi est passé à système D, on peut utiliser système D sur Arch Linux, bref, pas mal de distributions de proposent. Pour autant, ça, je voulais là-dessus vraiment insister là-dessus, ce n'est pas une obligation. Ne partez pas du principe que comme système D est plus récent, ça veut dire que toutes les distributions vont passer à ça et que les autres systèmes vont disparaître. Non. Il y a des distributions Linux, même des distributions très connues, qui ont fait le choix et qui feront le choix de conserver un autre système d'initialisation. Ce qui rend, du coup, la tâche un peu plus compliquée pour tout ce qui est configuration réseau. Pourquoi ? Système D, en fait, et c'est d'ailleurs ça qui a fait débat, hein, au final, c'est pour ça que là, bon, je prends le temps de vous expliquer ça, parce que c'est important, déjà ça vous en dit un peu plus sur l'univers un peu Linux, c'est important de savoir un peu, encore une fois, ce qu'on utilise, hein, voilà, de comprendre, hein, pourquoi il y a des histoires qui se font autour de ça, des débats, que c'est pas forcément des choses sans raison. À la base, un système d'initialisation, eh bien il initialise, il se charge d'initialiser son système, donc il fait un certain type de tâche, et après terminé, d'accord, il laisse la main au système, et c'est à vous après de gérer le système, mais tout un système de ce qu'on appelle de services en place, ou de daemons, d'accord, les daemons, qui vont en fait faire tourner tout un tas de choses en tâche de fond, et qui vont permettre d'exploiter, donc de pouvoir utiliser son système. Système D en arrivant est un autre système d'initialisation qui encadre du coup, et qui englobe tout un tas d'autres choses. Il est composé de pas mal d'outils différents, qui vont encadrer tout un tas de parties du système, notamment la partie réseau. C'est pour ça que les systèmes qui sont passés par ce système, qui intègrent du coup système D, ont dans leur configuration réseau, si bien sûr c'est fait correctement, l'utilisation de système D pour configurer, d'accord, effectuer la configuration des interfaces réseau, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'anciens systèmes. D'où la complication de tout ça, la complexité de tout ça, et le fait que pour moi, mine de rien, de faire une vidéo là-dessus, c'est pas évident parce que je pourrais encore une fois malheureusement pas tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est juste pas possible, même avec quelques tutos en annexe, il vous manquera forcément des choses. Vous serez donc obligé, pour certains d'entre vous, d'aller consulter les documentations bien spécifiques à certaines configurations précises de votre distribution, si vous n'utilisez pas quelque chose, par exemple Ubuntu, Ubuntu dérivé ou Debian et compagnie. Donc pas toujours évident. Voilà pour l'histoire en gros. Donc là, moi je vais vous proposer la configuration sur ce système-là. Donc si vous avez encore une fois installé Ubuntu, que vous êtes sur Ubuntu, Xubuntu, Linux Mint, enfin bref, voilà, une version qui est dérivée dans tous les cas, et qui propose système D, parce que c'est pas forcément le cas de 100% de distribution, vous devriez pouvoir vous en sortir avec ça, et on va essayer de voir la moyenne en fait de configuration réseau le plus récent qui soit. Parce que logiquement, ces systèmes, comme ils sont passés à système D, ils partent du principe qu'ils passeront sur ce type de configuration et vont abandonner les anciennes méthodes, on va dire. D'accord ? Donc ça, c'est important. Voilà pour la grosse, très grosse parenthèse. Je vais vous expliquer. Ça fait déjà un quart d'heure. Vous voyez, un quart d'heure pour déjà vous expliquer tout ça, donc on n'a même pas encore commencé la configuration. Mais c'était important, il fallait vraiment le dire. C'était un passage obligé pour que vous sachiez en fait un petit peu dans quoi vous arrivez, parce que ce n'est pas forcément évident. Du coup, la configuration réseau que nous allons faire sera basée là-dessus. Mais c'est pas tout, c'est-à-dire que Ubuntu en l'occurrence à partir de 2017
a créé, donc enfin, a mis en place un outil qui permet de configurer le réseau avec une autre surcouche. Ça s'appelle NetPlan, d'accord? Donc NetPlan peut s'utiliser notamment avec qu'on appelle un renderer, d'accord? Donc ça peut être en l'occurrence NetworkD qui est en fait le composant réseau de systemd, ou par exemple Network Manager. Network Manager, c'est ce qui vous permet tout simplement. Alors je sais pas si là je peux le lancer directement. Je ne vais pas le trouver ici, mais en gros, d'ailleurs ça se passe en version graphique. Vous pouvez par exemple aller ici, et très simplement maintenant, via une interface graphique, on peut éditer donc une configuration réseau qui est déjà faite. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas de configuration par fichier, par ligne de commande, tout ça. Voilà, tout se passe en version graphique. On peut par exemple configurer une nouvelle interface, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Réseau virtuel, VPN, tout ce qu'on veut, d'accord? Donc il y a beaucoup de choses. Donc évidemment, si vous êtes un simple utilisateur Linux, vous êtes normalement, vous passez par l'interface graphique tout simplement et ça se configure facilement. Là évidemment à ce stade de la formation, logiquement, vous vous intéressez à la ligne de commande, vous voulez faire de l'administration, d'accord, de votre système, donc vous voulez également savoir comment que ça se passe derrière, parce que cliquer sur des boutons dans une interface c'est bien beau, mais qu'est-ce qui est modifié derrière, quel fichier, quelle configuration, comment ça se met en place, et là on arrive sur des choses évidemment beaucoup plus techniques. Donc on va regarder ensemble comment fonctionne NetPlan, en l'occurrence, que c'est ce dernier qui est d'ailleurs utilisé sur cette distribution, que vous avez normalement installé si vous avez mis la même, et qui devrait être installé sur toutes les versions Ubuntu qui dépassent la version de 2017. D'accord? Donc celles qui viendront après continueront d'utiliser NetPlan, sauf si un jour Canonical dit bon là aujourd'hui on change à nouveau et on vire NetPlan et on met autre chose. Et ça, on aura le temps de voir venir à ce moment-là. Ok, alors, ce qu'on va faire, d'accord, au niveau donc de NetPlan, on va accéder aux différents fichiers, on va regarder un petit peu comment ça se met en place, et certains fichiers. Alors il est possible que des fois je fasse référence à des fichiers d'ancienne configuration, parce qu'en gros, NetPlan, si vous voulez, avant cet outil-là, on utilisait notamment un outil qui s'appelle IfUpDown, d'accord, qui normalement n'est plus présent ici. Je pense que si je fais un... S'il est présent, ce serait très embêtant, ça veut dire que du coup, ils l'ont laissé installer alors qu'il n'est plus utilisé. Je me suis gouré, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, il doit pas y... Voilà, il n'est pas installé. Bon, c'est plutôt rassurant, je préfère ça. Et notamment tout ce qui est résolution. Donc logiquement, ça doit être... Alors je vais vérifier, en fait, je vérifie simplement que les paquets ne sont pas installés. ResolveConf notamment. Qui logiquement ne devrait pas être installé non plus. Ok, bon, déjà c'est pas mal. Parce que bon, si c'est installé, je vous avouerai que ce serait du coup assez embêtant qu'il garde ces fichiers alors que finalement le système ne s'en sert plus. Donc ce serait un peu dommage. Donc en gros, avant on passait par ces paquets-là. Donc ça c'est éventuellement des paquets que j'aborde ou que j'aborderai dans des vidéos annexes via les tutoriels de GNU Linux, que vous pouvez retrouver comme ça pour configurer des distributions qui utilisent encore ces moyens, ces méthodes de configuration réseau. Nous ici, on va travailler avec NetPlan. NetPlan, c'est tout simplement une surcouche qui dit voilà, on a un espace centralisé pour s'occuper de toute la configuration réseau. Il y en a qui trouveront ça mieux, d'autres qui trouveront ça du coup moins bien, parce qu'évidemment, imaginez des administrateurs réseau qui ont configuré leur réseau à l'époque avec les anciens outils, FUpDown, etc., qui ont fait ça pendant peut-être 20 ans, forcément du jour au lendemain, quand on dit ça, maintenant ça ne fonctionne plus, on passe à autre chose, ça change toutes les habitudes, et ça, généralement, quand on est sur administrateur ou autre, on n'aime pas forcément tout changer comme ça du jour au lendemain. Voilà d'ailleurs pourquoi ça fait beaucoup de débats avec systemd, parce qu'on reproche notamment à systemd de vouloir en fait d'avoir la main mise, si vous voulez, sur trop de choses sur le système. Là où normalement c'est censé juste être un système d'initialisation, le problème c'est que systemd travaille également avec les sessions, avec les interfaces graphiques. Voilà, il s'occupe un petit peu, il a beaucoup de composants en fait qui sont rattachés à tout un tas de choses du système, le noyau, etc. Et les gens trouvent que c'est un peu trop, il y en a trop. Voilà. Généralement sur Linux on veut que chaque chose fasse un certain nombre de tâches bien spécifiques, qui lui sont propres et sans plus. Et là le problème c'est que systemd c'est un petit peu un outil à tout faire, d'accord, à tout modifier, tout configurer, et c'est ça beaucoup qui dérange, on va dire, les puristes, qui préfèrent son ancêtre, par exemple, systemv, sysvinit, qui lui du coup était un peu plus, on va dire, un peu moins peut-être, un peu moins curieux, un peu moins, qui avait moins de curiosité à vouloir trifouiller un petit peu dans tout. Donc voilà pour cette partie ici. On va pour cela, alors très simplement, parce que vous allez voir que par défaut, mon système est configuré d'une certaine manière, trouver le fichier de configuration lié à NetPlan. Donc on va pas parler du fameux fichier d'interface, le fameux fichier qui est normalement stocké dans ça je l'aborderai aussi, parce que ça, c'est les fichiers à l'ancienne, d'accord. D'ailleurs si je fais ça, vous verrez que là il n'y a pas grand chose, à part ici un autolo qui correspond donc à mon localhost, donc mon réseau local, il n'y a pas grand chose, et il n'est même plus utilisé, parce que de toute façon ces commandes ne sont plus normalement
installé sur le système. Pourtant, vous voyez, le fichier de configuration existe quand même encore. Donc c'est pour ça que je vous dis que les migrations, elles sont pas 100% faites, parce que je suis sûr que si on fouille un petit peu, on trouvera des vieux fichiers de configuration qui sont disponibles sur l'OS, alors que le système ne s'en sert plus. Donc c'est des fichiers qui clairement ne servent à rien. Donc c'est un petit peu dommage, mais on va laisser le temps que les choses se fassent, que la migration se fasse comme il faut, et ça va prendre encore quelques années. Nous, on va aller ici, tout simplement. Donc on va déjà regarder ce casque, voilà, ça va dépendre du système. Tout dépend en fait de comment il a été installé, est-ce que si c'est en version serveur, en version cloud, en version desktop, etc. Ça peut changer, mais en gros, toujours pareil, c'est dans /etc, vous le savez, hein, quand on a abordé l'arborescence, généralement les fichiers de configuration se mettent sous cette arborescence-là. Netplan. Et on va regarder s'il y a des fichiers, et apparemment, il n'y a que celui-là. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais surtout... ETC Netplan, on va plutôt directement y accéder, on va faire un ls. Ok, bon, il n'y en a qu'un, ce qui est normal, puisque c'est une version desktop d'Ubuntu, donc il me propose un fichier de configuration. Peut-être que certains connaissent, c'est un fichier au format YAML, d'accord? C'est un format qui permet en fait, d'ordonner des informations. Il y a également du XML, on retrouve d'autres formats comme le JSON, et le YAML en fait partie. Voilà, c'est un des formats de données qu'on peut utiliser. Donc, pour Netplan, ça utilise le YAML. Alors ça a d'ailleurs quelques petites contraintes, hein, c'est un peu contraignant à utiliser, je vous en parlerai un peu plus en détail. Mais en gros, voilà comment que ça se passe. Donc ce qu'on va faire, si vous avez ce fichier, donc vous pouvez tester un de votre côté, l'important dans ce genre de vidéo, surtout qu'il y a pas mal de choses à dire et ça vous évitera de voir la vidéo d'une traite, faites les choses au fur et à mesure, mettez en pause, vérifiez. Là, ce que vous allez vérifier, c'est déjà que vous ayez ça. Et si déjà sur votre système, vous n'avez pas de Netplan, bon déjà, c'est que vous êtes sur une distribution qui n'utilise pas cet outil. Donc au moins, ce sera clair, vous saurez que cette vidéo-là, vous pouvez même limite vous arrêter maintenant, ça n'aura pas forcément d'intérêt d'aller plus loin, sauf si vous voulez, voilà, par curiosité, vous renseigner, savoir comment que ça se passe sur Ubuntu et compagnie. À partir de là, nous avons un fichier de configuration présent. On va l'ouvrir, en tout cas on va l'afficher, on va voir un peu ce qu'il présente. Parce qu'encore une fois, vous ne savez pas forcément en quoi ça consiste, on va regarder. Donc ce format m'affiche, d'ailleurs on pourrait même passer par un... Gedit... Ah, peut-être qu'il veut pas, oui. Ah bah non. Bah, je vais faire plus simple. Hein. Voilà, tout simplement. On va afficher sur une interface graphique. Pour que vous voyez un peu ce que le formatage est important en YAML, donc je préfère vous l'afficher comme ça. Alors, je vais peut-être agrandir, sinon on va rien voir. Enfin, vous n'allez rien voir en tout cas en vidéo. Ok, je pense que là c'est clair pour tout le monde, pas de problème. Donc voilà comment ça se présente. En gros, alors, point très important au niveau du formatage qu'il faut avoir dans un fichier en YAML, n'utilisez pas de tabulation, d'accord? Si vous voulez faire des retraits comme vous voyez ici, ce sont des espaces, d'accord? Donc vous pouvez faire deux espaces, hein, ce qu'on appellerait du coup une tabulation de deux espaces. Vous pouvez faire en 4, en 6, enfin en 8, etc. Bref, voilà, c'est 2, 4, 8 généralement. Ça après, il n'y a pas de... Il me semble que les trois possibilités fonctionnent, hein, les trois alternatives, mais là par défaut vous voyez que c'est en deux espaces. Donc ça c'est à savoir, hein. Si vous mettez des tabulations vous aurez certainement des problèmes pour le fichier. Là en gros comment ça fonctionne? Pour faire très simple, on a, vous voyez, tout simplement, je vais pas vous parler de, je vais pas vous faire une présentation du format hein, de fichier YAML, hein, comment ça se formate, mais on va s'intéresser en tout cas au niveau des choses là. Nous avons donc ici ce qui représente notre réseau, d'accord, donc ça nous intéresse pas ici, tout ce qui est marqué là, version 2. Et nous avons, dans ce que je vous parlais tout à l'heure, le renderer, c'est-à-dire ce qui va permettre en fait de gérer, de s'occuper, de manager en fait, la configuration réseau. Donc là, vous voyez que ce Linux hein, qu'on a installé ici, lui, c'est simple, il nous dit simplement, notre renderer, c'est Network Manager, et du coup, c'est lui qui va gérer tout ce qui est périphérique, donc notamment nos cartes réseau. D'accord, s'il y avait du Wi-Fi, ce serait pareil. Voilà, c'est la configuration qui est faite. On peut difficilement, je pense, faire plus simple. C'est en gros, on dit voilà, c'est cet outil-là qui va se charger de toute la configuration réseau. Donc en gros, ça revient en fait à aller, je veux modifier une configuration, une interface, je vais ici, et voilà, si je veux modifier mon interface filaire, c'est ici, si je veux en ajouter une nouvelle, c'est ce qu'on a vu, voilà, je m'embête pas, je la fais ici en interface graphique, pas de problème, d'accord? Ça c'est vraiment le minimum, en tout cas le plus simple qu'on puisse faire. Nous on va voir maintenant pour gérer autre chose. Alors, comment ça fonctionne? Parce qu'on va dire du coup pour une configuration réseau, comment il arrive en fait, juste via ça, à se connecter à internet. On va d'ailleurs regarder, oui ça c'est important de vous le montrer. On va essayer de pas aller trop vite, la vidéo sera un peu longue mais c'est pas grave de toute façon, c'est important. On va aller ici et on va regarder en gros. Configuration ici Ethernet. Vous voyez donc qu'il n'y a pas, alors je vais aller ici de manière générale, on va regarder vite fait les petites informations, d'accord? Vous voyez un petit peu comment ça se met en place. On va aller notamment dans ces parties-là qui nous intéressent. Et vous voyez, il y a une chose qui est marquée ici, automatique, pardon, je vais pas parler trop vite, DHCP.
Et nulle part, et généralement je pense que c'est quelque chose que vous savez, quand on parle de réseau, on en avait parlé dans la séance précédente, on a une histoire d'adresse IP, d'accord, qui permet de dire voilà, l'adresse IP de ma machine c'est ça, et mon adresse IP, donc ma machine, doit pouvoir ensuite se connecter à Internet et communiquer éventuellement avec d'autres machines, avec le réseau, avec etc. Là, on n'a aucune mention d'adresse IP, quoi que ce soit. On a juste une méthode qui est marquée ici automatique et DHCP. Le DHCP, en fait, c'est simplement le protocole qui va permettre de configurer dynamiquement les hôtes. En gros, c'est lui qui va, donc c'est un outil, d'accord, qui est d'ailleurs pas présent par défaut sur toutes les distributions Linux, hein, voilà, il y a des distributions qui n'ont pas cet outil DHCP installé, il faut l'installer soi-même. Évidemment, Ubuntu le propose déjà, hein, ne vous inquiétez pas. Et en gros, ce dernier, il va dire, eh bien, votre routeur, donc c'est-à-dire votre box Internet, parce que c'est ce qui nous intéresse ici, hein, vous avez certainement une box Free, Orange, SFR, Bouygues ou que sais-je, qui va, donc via ce routeur, ou la passerelle, va dire, avec DHCP, tout configurer en fait votre réseau. Donc on utilise DHCP, ça va balayer en fait toute la plage d'adresse IP, et ça va configurer automatiquement en fait votre adresse IP, ce qui va bien, l'adresse de la passerelle éventuellement, donc généralement c'est la passerelle de votre routeur, hein, parce qu'en gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous communiquez en fait par exemple de l'intérieur vers l'extérieur, ça fait pas genre de votre machine à Internet, ça fait de votre machine, ça passe par votre routeur, c'est-à-dire votre box Internet, et ensuite c'est elle qui transite l'information sur Internet. Et à l'inverse, même chose. Internet, des informations arrivent d'Internet, ça passe par votre passerelle, donc votre routeur, qui agit comme un filtre, hein, comme un pare-feu, qui va traiter l'information éventuellement s'il y a des choses à vérifier, de la sécurité ou que sais-je, et ensuite va vous restituer l'information, d'accord? C'est pour ça qu'on parle de passerelle, c'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire entre vous et l'extérieur. En l'occurrence Internet, hein, si on parle d'Internet. Voilà comment ça fonctionne. Du coup, le DHCP va se charger de configurer tout ça automatiquement. L'avantage de DHCP, c'est qu'on n'a pas besoin de configurer quoi que ce soit au niveau des adresses IP, de l'adresse de passerelle, masque de sous-réseau, que voilà, toutes ces choses-là, on met DHCP, ça fonctionne. Donc Network Manager, comme il utilise ce système-là, via notre configuration que nous avons ici pour notre outil NetPlan, voilà, on lui dit simplement, tu utilises Network Manager ici utilise DHCP, pas de problème, ça fonctionne, et normalement, de toute façon, comme vous avez installé votre distribution, vous avez la connexion qui est disponible par défaut, en tout cas en filaire, il n'y a pas de problème. Le DHCP fonctionne, ça se connecte, et c'est ça en fait qui vous permet de vous brancher votre câble, d'accord, votre câble réseau, votre câble Ethernet sur votre tour, et hop, ça vous connecte à Internet tout de suite. Donc c'est pas parce que c'est comme ça que fonctionne un câble, c'est juste que le DHCP va automatiquement configurer votre interface réseau, et ça va se connecter à Internet tout seul. Maintenant, si on ne veut pas utiliser par exemple, et c'est le cas par exemple quand on veut faire un parc informatique ou qu'on veut relier plusieurs machines, d'accord, au sein d'un réseau privé, d'un réseau local, peu importe, mais en gros, on ne veut pas forcément utiliser d'outils DHCP, alors on peut le faire, hein, c'est l'idéal, d'accord, hein, quand on veut faire de la configuration réseau, si vous le pouvez, utilisez DHCP, d'accord, ce sera moins prise de tête, c'est votre routeur ou autre, en tout cas les différentes machines et passerelles et compagnie, qui vont s'occuper de faire la configuration de manière automatique. On gagne du temps, on s'embête pas, et honnêtement, l'administration réseau, quand on peut éviter d'aller renseigner des adresses manuellement, quand on peut l'éviter, c'est bien. Mais vous êtes là aussi pour savoir comment ça fonctionne, hein. Le truc c'est pas d'apprendre à cliquer sur des boutons, c'est de savoir comment ça fonctionne derrière. Donc ici, nous avons ce qu'on appellerait une interface du coup tout à fait simple. Ce qu'on va faire, alors je vais pas de toute façon enregistrer mon fichier, mais je vais vous montrer ça, vous estimez que ça n'existe pas, donc en commentaire, hein, en YAML, vous mettez un dièse, et ce n'est pas considéré, d'accord? C'est juste du texte pour la personne qui consulte le fichier, ce n'est pas pris en compte. Comment on va faire? On va mettre ça, on va faire ça ici, voilà. De toute façon, je vais pas, encore une fois, je vais pas enregistrer le fichier, hein, je vais pas modifier mon interface, mais c'est pour vous montrer. On va, par exemple, donc manuellement, on va indiquer que nous allons créer une configuration, donc nous allons manipuler notre interface pour dire que nous utiliserons DHCP, ça ok, avec un adressage. Donc pas de problème. On va noter network, les deux points ici. On va à la ligne, bon, on va faire un retrait de 2 espaces, eux ils faisaient ça par défaut, on va pas changer. Attendez, 2, 3, ah non c'est 2 parce que j'ai mis des commentaires là, c'est normal. Ok, ici. À partir de là, on met version 2, voilà, ça ne nous concerne pas. Ensuite, le renderer, alors on peut continuer d'utiliser un network manager, d'accord, ou, puisque systemd est là, est présent sur cette distribution, on peut utiliser son service associé qui est network avec un D à la fin. Voilà, on peut utiliser l'un ou l'autre. Par exemple, on peut mettre ça. À partir de là, je vais mettre pour mes interfaces liées au filaire, d'accord, les interfaces Ethernet, ici. Donc là, vous voyez, c'est important de mettre les retraits comme il faut. Ici, tout est sur la même colonne, et après, on passe sur d'autres choses.
Le YAML est assez compliqué au niveau de syntaxe. D'ailleurs, pour information, vous avez des validateurs en ligne de fichiers YAML. En gros, vous lui passez un fichier en YAML ou un copier-coller et il vérifie qu'au niveau de la syntaxe, vous n'avez pas fait d'erreur. N'hésitez pas éventuellement, si vous faites des configurations à la main, à utiliser un validateur pour vérifier que votre fichier est propre syntaxiquement, que vous n'avez pas loupé d'espace ou mis de tabulation ou je ne sais quoi. Et après, comme ça, vous saurez que si vous avez une erreur ou une configuration qui n'est pas prise en compte, eh bien, ça ne vient pas d'une mauvaise syntaxe ou d'erreurs de syntaxe au niveau de votre fichier de configuration. À partir de là, il faut renseigner les interfaces. Alors à l'époque, c'est pour ça que je vous dis encore une fois, c'est très casse-pied en fait de vous faire une vidéo qui soit la plus complète possible. Parce qu'à l'époque, par exemple, pour les réseaux filaires, on les représentait par l'identifiant ETH, et ensuite on mettait un numéro. Si on voulait notre réseau filaire de base, c'était ETH 0. Si on en voulait un deuxième, on mettait ETH 1, etc. etc. Depuis qu'il y a eu des changements, système D et compagnie, maintenant, bah voilà, on aime bien faire plus compliqué, donc on met ENP 3S0. Si jamais, bon je me suis trompé, vous me le direz en commentaire, si il y en a qui ont vérifié. Normalement c'est ça, voilà, mais je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui, MP3 et après S0, oui, parce que c'est la première. Ok, donc là on lui dit, première interface filaire. Donc vous voyez, tout se déroule en fait, c'est comme une espèce d'arbre où on met chaque information une à une. Et ici, je lui dis simplement, donc encore un 2, DHCP en IPv4. Alors là, pareil, je ne vais pas vous faire un distinguo, mais en gros, l'IPv4, ce sont les fameuses adresses. Alors, je vais vous montrer ça rapidement. En, par exemple, 192.168.14.1, d'accord, des adresses comme ça, où il y a 4 groupes, d'accord, de valeurs de 0 à 255, ok. Et après, bah, comme ces adresses-là, au bout d'un moment, bah, on a commencé à en avoir plus assez, si vous voulez, plus suffisamment pour pouvoir adresser toutes les machines qui existent dans le monde. On a proposé donc un autre système d'adressage, notamment l'adressage IPv6, qui permet en fait d'avoir une plage d'adresses beaucoup plus conséquente. Donc ça, il faudra pouvoir le différencier au niveau de vos configurations. Donc si vous voulez utiliser de l'IPv4, il faudra mettre un 4, d'accord, dans certains termes. Et si vous voulez faire une configuration pour l'IPv6, vous mettez un 6. Donc nous, on va faire du simple, on va rester sur l'IPv4, on fait ça. On lui dit qu'il utilise, hein. Il me semble que yes passe aussi, hein. Il y a plusieurs possibilités, mais bon voilà. Tout simplement. Donc je résume, ce fichier dit simplement que le système de rendu, hein, pour la configuration réseau, c'est networkd, d'accord. Ensuite on configure une interface filaire, ENP 3.0, ça c'est le nom de cette interface, qui utilisera DHCP en IPv4. Okay, donc là en gros on pourrait enregistrer le fichier, okay, ça ferait ça. Donc c'est quasiment ce qu'il y avait de base. Une fois qu'on a fait par exemple ce qu'on veut sur le fichier, alors le problème c'est que je vais ouvrir un autre terminal ici pour pas vérifier, pour pas enlever ce que j'avais. On va pouvoir prendre en compte en tout cas les changements qu'il y a eu. Alors en gros, on va régénérer tout ce qu'il faut pour les renderers, donc notamment pour networkd, etc. en faisant par exemple un netplan generate. Okay, ça permet de régénérer tout ce qu'il faut. Ensuite, avant de valider les changements qui ont pu être faits au niveau de la configuration, on va la tester. Vous faites un netplan try, qui va vérifier en fait que votre configuration réseau fonctionne. Si jamais il y a des problèmes, vous pouvez éventuellement la déboguer. Donc après, généralement ce qu'on fait pour l'appliquer complètement, c'est-à-dire l'enregistrer sur le disque et qu'elle soit toujours en fait effective, même si vous redémarrez votre machine, hein, que ça reste en fait tout le temps, on fera un netplan apply. Et on peut éventuellement, avec un petit -d, normalement qui se met là, faire du débogage. Par exemple, s'il y a des erreurs, bah, ça vous affichera les erreurs éventuelles au niveau de votre fichier. Voilà. Donc on fait un generate, on fait ensuite un try pour tester tout simplement la nouvelle configuration réseau, et ensuite on fait un apply pour que ce soit appliqué effectivement, bien enregistré et pris en compte sur le système. Très important. Voilà les différentes choses à faire. Après, on peut redémarrer le service qui s'occupe de tout ce qui est gestion réseau. Donc là pareil, comme on est sur système D, il faut utiliser system control, donc système CTL. Si vous n'êtes pas sûr, si votre distribution n'utilise pas système D, ce ne sera pas forcément la même chose. Encore une fois, voilà, ça complique un peu parce que vous voyez que les commandes ici, on n'a pas genre une commande en shell qui fonctionne sur toutes les distributions Linux. C'est ça, c'est pour système D. Si vous êtes sur sysvinit ou sur Upstart ou autre, eh ben c'est d'autres noms de commandes que je ne vais pas forcément vous montrer là puisque on n'a pas ces outils-là sur cette distribution. Donc on fait simplement ça, on fait restart et on fait un système D-networkd, d'accord? Ça c'est le nom du système d'initialisation, ça c'est son composant en fait, lié au réseau. Voilà, et là ça redémarre en fait le service et ça prend normalement en compte votre configuration. Voilà, différentes choses comme ça, ça va. Donc vous voyez, c'est un peu laborieux, hein. Il y a plein de choses à prendre en compte, c'est pas évident. Je
vous avais dit que ça n'allait pas être la vidéo la plus passionnante, mais au moins vous saurez comment ça fonctionne et vous serez paré surtout pour tout ce qui viendra plus tard. Voilà, vous mélangerez pas les pinceaux, parce que si après plus tard, je sais pas moi, vous consultez d'autres tutos, des documentations, des wikis, etc., vous allez trouver des anciennes méthodes et vous allez vous mélanger les pinceaux. Là au moins je vous montre la méthode avec Netplan qui est pour le coup la plus récente qui soit. Donc au moins vous aurez ce qu'il faut par rapport à ça. Alors est-ce qu'on peut configurer d'autres petites choses, enfin en tout cas montrer comment on configurerait d'autres petites choses? Eh bien, ça c'est du DHCP, donc c'est, comme je vous l'ai dit, de la configuration qui se fait automatiquement. D'accord, mon routeur il va faire ma configuration, il va m'assigner directement la bonne adresse IP, l'adresse de la passerelle, tout ce qu'il faut, tout sera mis en place, pas de problème. Admettons qu'on ait besoin pour je ne sais quelle raison, par exemple, encore une fois, vouloir interconnecter plusieurs machines, besoin de mettre les informations manuellement. Eh bien on va le faire de cette manière. Alors ça on va le garder ici, on va le garder comme ça. Ouais, on va le laisser ici. On va virer le DHCP, parce qu'on ne veut plus de DHCP pour le coup. Alors voilà, ce que je vais vous montrer, bien sûr, ne sont pas des vraies adresses. Hein. Je vous montre simplement comment on les créerait pour que ce soit appliqué. Après, à vous, hein, sur éventuellement, comme vous êtes en plus sur des systèmes virtualisés, de faire des tests, si vous avez plusieurs machines sur un réseau local, d'essayer de les interconnecter pour voir si elles peuvent communiquer avec un ping, la fameuse commande qu'on a vue tout à l'heure, hein, quand on fait ping et puis que vous mettez par exemple l'adresse IP de l'autre machine, de voir que deux machines peuvent communiquer entre elles, s'envoyer des informations. Si c'est le cas, c'est que vous aurez bien configuré vos interfaces réseau, sinon c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc n'hésitez pas voilà, à vous entraîner, à faire des petits tests comme ça, entre par exemple votre PC fixe et votre PC portable, ou autre, vous avez plusieurs moyens de tester et de vérifier un peu ces configurations réseau. En gros ici on va lui dire, j'ai besoin de renseigner des adresses. Alors déjà c'est 2D hein, en anglais. Addresses, ici. On va aller là, et je vais lui spécifier l'adresse par exemple IP qui serait de ma machine ici. Donc je mets une adresse quelconque, d'accord, je mets absolument un truc comme ça au pif. Alors éventuellement, tout ce qui est lié directement, on va mettre... d'accord, voilà. Je mets vraiment quelque chose de fictif ici. Vous mettez votre adresse IP, pas de problème. Ensuite on aurait... alors, par contre il faut faire gaffe au niveau, voilà, ici. C'est ça que le problème, c'est tellement habitué avec les tabulations que là, il faut que chaque fois que je reviens en arrière de 2 espaces. Mais je suis tellement habitué à utiliser moi des tabs et pas des espaces pour faire mes retraits. C'est un peu galère. La passerelle. Donc la passerelle, on met la passerelle en IPv4. Donc on écrit ça comme ça. Et ensuite, on en aurait directement l'adresse à noter. Donc là, bon, l'adresse, ça pourrait être pour la passerelle, autre chose. Alors comment on récupère ces informations? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont me dire, tu vois, vous voyez, j'anticipe un peu les questions qui peuvent arriver en commentaire. Certains vont sûrement me dire, mais comment je connais l'adresse IP de ma machine? Comment je connais l'adresse de la passerelle ou le masque de sous-réseau, ce genre de choses? Encore une fois, je vous l'ai dit, ce qui vous permet de vous connecter à Internet, c'est votre box Internet. Votre box Internet, c'est votre routeur. Votre routeur possède une adresse IP pour y accéder. D'accord? Si vous êtes chez Free, vous avez une adresse IP qui correspond à la box Free pour accéder au routeur. Chez Orange, c'est notre adresse, etc. Donc c'est généralement du 192.168.0.1 ou .0.0.1.1. Enfin, renseignez-vous, faites une recherche sur Internet, accédez au routeur Free, Freebox Révolution, Livebox Orange, enfin, peu importe la box que vous avez, et vous aurez l'adresse IP pour accéder au routeur. De là, vous pourrez consulter les informations de votre routeur, et il vous donnera tout simplement l'adresse IP que vous avez, donc votre adresse IP publique, hein, celle qui va vous permettre de communiquer sur Internet, hein, c'est pas l'adresse privée, et la passerelle, donc la passerelle, c'est généralement l'adresse IP du routeur lui-même, d'accord, parce que vous allez passer par lui quand vous allez vouloir communiquer des informations ou en recevoir, d'accord, ça passera par votre routeur, par votre box Internet, et le masque de sous-réseau, généralement c'est 3x255.0, mais ça peut changer aussi selon les cas. En gros, vous aurez toutes ces informations-là récupérées depuis votre routeur, d'accord? N'allez pas essayer de les deviner ou je ne sais quoi. Vous vous connectez à votre routeur, vous allez trouver toutes les informations qui seront renseignées. Et du coup, ces informations, vous les noterez ici, d'accord? L'adresse ici, IP. Vous aurez votre masque, je ne sais pas quoi, donc je mets pareil n'importe quoi, voilà, ok, peu importe. Et éventuellement, donc ça, bon, ça va, mais on va pas comment dire perdre du temps là-dessus. Si vous avez besoin de configurer des serveurs DNS, on peut aussi le faire, d'accord? Donc vous voyez, il y a trois en fait parties. La partie pour l'adresse, d'accord, IP. Il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs des adresses, mais là on n'en a qu'une. La passerelle, d'accord, donc ça il n'y en a qu'une d'adresse, ok. On a les serveurs de nom, et là pour les serveurs de nom, ça va se présenter de plusieurs manières. Soit vous mettez directement les adresses à leur tour, comme ceci. Comme on peut avoir plusieurs adresses, si vous voulez en mettre plusieurs en YAML, on met simplement des crochets. Donc vous mettez, je sais pas moi, votre première adresse, alors je mets n'importe quoi, et vous séparez par des virgules. D'accord? Et ainsi de suite, ainsi de suite. On peut également mettre leur nom d'hôte associé. Dans simplement search, et ici, ce qui correspond à chacun.
par exemple. Voilà, je mets vraiment des trucs, encore une fois, fictifs, hein, mais c'est suffisant pour comprendre comment ça fonctionne. Donc vous voyez, il y a vraiment un format à respecter, d'accord? Encore une fois, avec des espaces, je rappelle, il faut faire que des espaces, pas de tabulation, attention, sinon vous aurez des problèmes de syntaxe. Et on configure tout ça comme ça se lit comme ça, voilà. Pour le network, on a la version telle rendue, ensuite en filaire. En filaire, nous avons l'interface là. Pour cette interface là seulement, donc tout ce qui est en retrait hein, par rapport à ENP3S0, on a pour adresse ça. Il n'y en a qu'une seule pour le coup, même si ici ça doit être au pluriel au niveau du nom, parce que c'est important, parce que le fichier ensuite est analysé, il est parsé en fait, et du coup c'est tous ces mots-là qui permettent de dire, ah bah voilà, le renderer c'est ça, l'interface c'est ça, on lui associera du coup tel IP, vous voyez, donc tous ces noms-là, il faut surtout pas vous tromper. Mais pareil, faites attention aux minuscules, majuscules, tout est en minuscules, voilà, toujours pareil en informatique, prenez l'habitude, là où vous voyez que je mets une majuscule, vous mettez des majuscules, sinon c'est que c'est en minuscules. Comme ça, pas de problème. Donc tout va être parsé, et il va comme ça pouvoir effectuer la configuration. Pareil, une fois qu'on a configuré ça, on peut enregistrer son fichier en ferme. On fait ce que je vous ai montré, un netplan generate, ensuite on fait un try pour vérifier que ça fonctionne. Ensuite on fait un apply, on redémarre le service hein, via system control si vous êtes sur système D pour network D. Et après, bah, par exemple, on fait un ping de je ne sais quoi et on voit bah, si notre configuration fonctionne. Ou simplement, on ouvre un navigateur web, on accède à Internet et on regarde si on arrive à accéder au site voulu. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi avant de terminer? Il y a des gens sûrement parmi vous qui sont en Wi-Fi, donc on peut montrer peut-être une configuration Wi-Fi, c'est bien de le voir. Hein, on a vu le filaire, autant voir le Wi-Fi, ça reste quand même, voilà, ça fait partie des bases, on va dire. Le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, vous voyez, ce n'est pas Ethernet. Donc on pourrait laisser Ethernet juste après, hein. On peut très bien laisser Ethernet ici. On va même ajouter le Wi-Fi à la suite. 1, 2. Donc c'est Wi-Fi avec un S, d'accord? Toutes les interfaces Wi-Fi, donc là, vous voyez, toute cette partie-là concerne les connexions filaires. Les connexions Wi-Fi viennent en dessous. Donc mettez évidemment que les informations que vous avez besoin. Mais en gros, voilà comment on le gère. On aura pour l'interface donc un nom correspondant à l'interface de notre réseau Wi-Fi. Alors, si évidemment vous avez besoin de récupérer ces noms que vous n'avez pas, parce que vous verrez que les noms pour les interfaces Wi-Fi sont des noms à rallonge très sympathiques, vous pouvez, alors, à l'ancienne, on peut taper ifconfig, voire ifconfig-a. Pareil, ça normalement, vous voyez que ça fonctionne, parce que cet outil normalement ne devrait plus être disponible sur la distribution. Logiquement, étant donné que systemd et netplan utilisent d'autres outils, eh bien ifconfig, le paquet ne devrait même plus être installé. Donc vous voyez encore un problème qui fait que bah, malgré tous les changements qu'il y a eu un peu plus modernes sur la configuration réseau, on se retrouve quand même à se traîner des vieux paquets. Logiquement, il faut plutôt utiliser IP-A pour all, et voyez, on obtient grosso modo la même chose, et comme ça, ça vous indique les différentes configurations. Alors moi, bon, j'ai pas de Wi-Fi ici, hein, donc forcément on n'aura pas d'informations. Donc je vais mettre un nom fictif, mais généralement, vous retrouverez en fait un nom pour votre, si vous en avez bien sûr une de disponible, votre configuration Wi-Fi. On peut, à partir de là, alors, peut-être pas faire ça, non. Ah oui, j'ai mes deux, c'est normal, c'est parce que j'avais mes deux terminaux. On va laisser là. Donc au niveau du Wi-Fi, vous allez avoir un nom un peu bizarre, donc par exemple, je sais pas moi, ça va être... bah comme pour le NP en fait, hein, ça va être WLP, lui c'était un 3S, on va mettre 2, ouais c'est ça, 2S, et puis après bah, ça va être genre S0 et d'accord, P2, peu importe, enfin voilà. Vous allez avoir un nom à rallonge en fait correspondant à votre interface Wi-Fi, ok. Et une fois qu'il y a ce nom ici, même chose. Alors, on peut préciser qu'on utilise DHCP ou non, hein. Donc par exemple on pourrait très bien faire... Bah, DHCP4 en fait non, donc false, no, peu importe, d'accord. Et puis pareil pour par exemple en version IPv6, et on fait ça comme ça, d'accord. On peut bien évidemment cumuler différentes informations. Le truc, dites-vous, c'est que tout va être analysé pour vous dire voilà comment configurer votre interface réseau ou vos interfaces réseau. Donc nous on va se contenter du minimum par rapport à ça. Et là bah, c'est la même chose en fait, c'est pour le Wi-Fi on a quoi? On a évidemment les adresses, donc ça a priori bon, on peut reprendre limite les mêmes informations hein, en gros. Alors pareil, le plus simple, plutôt vous voyez que de faire ce que j'ai fait ici comme ça, on va le mettre dans des crochets. D'accord? Comme ça on pouvait mettre par exemple votre adresse, hein, mettons. Ok, pas de problème là-dessus. On va avoir l'adresse de la passerelle en IPv4. Donc pareil, c'est quelque chose, alors je vais aller très vite hein, pour pas rallonger inutilement. Ok, donc vous ne remettez pas des X, hein, il faut mettre la vraie adresse pour le coup. Et ensuite on va voir les points d'accès. D'accord, donc je ne vais pas vous montrer la configuration d'un réseau Wi-Fi ouvert, hein, un Open Wi-Fi notamment bah, dans un McDo ou autre, hein, ou dans une gare ou je ne sais quoi. C'est un peu différent, il y a des informations en moins. Donc je pars du principe que vous voulez faire une connexion Wi-Fi depuis votre box, donc vous avez normalement un SSID
d'accord? C'est l'identifiant de votre box et vous avez ensuite un mot de passe. Donc là, c'est très simple. On fait access points, comme ceci. Là, vous mettez votre SSID. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez... pas moi, je crois que Livebox, c'était dans des formats comme ça, genre Livebox, D, puis avec un numéro, enfin, peu importe, par exemple. Ok. Les 2 points. Et ensuite, vous avez password. Et là, faut pas se tromper, vous voyez, parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en haut. Et votre mot de passe. D'accord? Donc là, c'est votre mot de passe. Mon joli mot de passe, etc., etc. Ok? Et la même chose, enregistrement, on applique tout ça, on redémarre le service pour la configuration réseau, et on vérifie bien sûr que l'interface Wi-Fi fonctionne avec, comme je vous l'ai dit, un petit ping notamment, voilà, c'est le plus simple pour vérifier une connexion. On ping sur, par exemple, pour Google ou n'importe quel autre site, et si ça envoie le paquet, c'est qu'a priori la connexion fonctionne. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Au niveau de la configuration, il y avait plein de choses. Il y avait vraiment plein de choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Alors évidemment, j'ai pas spécialement parlé de tout ce qui était résolution de DNS parce que ça concerne pas tellement la majorité des gens d'entre vous, donc c'est pas, on peut pas tout voir. De toute façon, là pour le réseau, il y a évidemment pas mal de choses. Hein. On peut tellement voir de scénarios différents de configuration réseau. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'est pas possible de tout aborder, c'est juste impossible. Je ne suis qu'un être humain et je ne connais pas non plus d'ailleurs je ne connais pas tous les systèmes d'initialisation qui existent dans l'univers Linux et toutes les configurations. Voilà, j'en ai fait pas mal parce que j'ai évidemment manipulé Linux depuis très longtemps, donc je suis passé par 6vinit, Upstart, tout ça. Donc ça, c'est sûr que j'ai migré et j'ai changé un petit peu mes habitudes de configuration réseau. Mais je suis loin de toutes les connaître. Il en existe sûrement beaucoup plus que ça. Et c'est déjà assez galère quand on les suit de voir tous les changements qu'il y a, tout ce que ça change, les formats, les fichiers de configuration et compagnie. Donc on aura déjà, je pense, vu pas mal ici. On en aura fait pas mal. Pareil, si vous avez besoin, par exemple, à un moment donné, de couper une interface, c'est bien de le savoir parce que même chose, avant on utilisait des anciens outils, on utilisait if up, notamment if down, enfin voilà, donc on ne les utilise plus logiquement quand on a systemd. D'ailleurs, attendez, ils sont pas installés? Non. C'est bien, très bien. Parce que de toute façon, comme if up down n'est plus installé, logiquement ça ne fonctionne plus. Mais en gros, on va dire sur la méthode un peu plus moderne, maintenant qu'on est sur du systemd, notamment du netplan, quand on veut par exemple arrêter une interface, admettons je veux par exemple couper mon interface, je sais pas moi, je veux par exemple j'ai possibilité d'utiliser l'Ethernet ou le Wi-Fi, je veux désactiver mon interface Wi-Fi sans forcément enlever la configuration, je veux juste la désactiver parce que je suis branché en filaire. Je peux tout simplement faire IP-link, ici le nom de l'interface, donc si c'est le Wi-Fi par exemple c'est WSL, enfin bref, c'est le nom, vous savez, un super à rallonge là, 2S machin, B, voilà. Nanana, et ensuite vous mettez down pour dire voilà je désactive l'interface. Si on veut la remettre en route, on fait up. D'accord? Voilà. Donc si c'était pour l'interface filaire, on ferait tout simplement ceci. Ça couperait, ça désactiverait l'interface. En tout cas pour mon interface ENP 3.0, donc mon interface qui me permet de me connecter en filaire. Et du coup elle ne fonctionnerait plus à partir de là. Pour la remettre en route, il faudrait faire un petit up. Voilà, donc ça c'est des petites choses à connaître, très pratique par rapport à ça. Pareil, on peut aussi, je l'avais de toute façon montré, je vous avais montré un SAP pour récupérer toutes les informations de tout ce qui est de votre configuration des interfaces. On peut aussi mettre un ADDR, même chose, d'accord, et on trouve des informations des fois un peu plus détaillées. Donc c'est bien de connaître aussi. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça je vais l'enlever. On va surtout pas modifier ce fichier. Pas perdre ma connexion internet ici, et puis j'ai pas besoin de toute façon de mettre une configuration manuelle, moi j'utilise DHCP, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas, encore une fois, surtout pour le coup vous êtes sur un système virtualisé, comme petit test, vous essayez de trouver 2 machines, d'accord, qui utilisent bien sûr Linux, et vous permettez en fait aux 2 machines de communiquer entre elles, d'accord, sur leur réseau à elles. Donc en fait une qui pourra en fait accéder à la machine B qui pourra accéder à la machine A. Et ensuite, vous faites un ping de la machine A vers B pour voir si ça envoie, et l'inverse aussi, et voir comme ça pour configurer 2 interfaces. N'hésitez pas, pareil, si vous avez du Wi-Fi disponible, à configurer une interface Wi-Fi pour voir que ça fonctionne. Bref, voilà, vous prenez pas que ce sera toujours évident, vous allez forcément un peu galérer. En plus, si vous faites des erreurs dans la configuration du fichier, que vous vous trompez dans des lettres, que vous oubliez un D à addresses parce qu'il en faut 2 en anglais, ou autre, que vous mettez pas d'espace mais des tabulations, ça va être un peu compliqué, mais au moins vous savez, en gros, d'accord, grossièrement, comment on fait de la configuration réseau d'interface avec l'outil netplan via systemd, d'accord.
et son composant associé NetworkD. Donc vous voyez, ça fait pas mal de choses. Si vous êtes sur sysvinit, sur Upstart ou sur un autre outil, ou même juste là-dessus sans NetPlan, parce qu'on peut aussi faire de la configuration systemd sans NetPlan, hein, voilà, NetPlan n'est pas obligatoire, donc vous voyez, il y a encore une autre possibilité que celle que je vous ai montré en vidéo. Il y aura d'autres configurations à faire. Dans tous les cas, parce qu'il y a des gens qui verront cette vidéo à sa sortie sur la chaîne, d'autres qui la verront peut-être un mois plus tard, un an plus tard, dans 20 ans, soyons fous. N'hésitez pas toujours évidemment à consulter la playlist des tutoriels de Linux, d'accord ? Ça vous trouverez certainement des vidéos annexes pour effectuer d'autres configurations réseau, avec d'autres outils que NetPlan, d'autres systèmes d'initialisation que systemd, et comme ça vous aurez pas mal d'informations. Sur ce, parce que je pense qu'on peut s'arrêter là, j'espère que j'ai été assez explicite. Encore une fois, c'est pas évident pour moi d'essayer que ce soit assez dynamique, parce qu'il y a plein de choses à voir. Je peux pas non plus me contenter du minimum, parce que sinon il n'y aurait pas lieu de faire cette vidéo, hein. Si je vous fais une vidéo de configuration réseau pour rien vous montrer, honnêtement, autant pas la faire, hein. Donc là, je vous ai quand même montré pas mal de choses. Maintenant, c'est à vous de vous renseigner, de regarder un peu comment ça fonctionne, de faire des petits tests de configuration, faire communiquer certaines machines, pour voir un peu comment ça se passe. Si après vous avez besoin un jour de configurer un VPN, regardez voilà, comment configurer un VPN avec NetPlan. Vous trouverez sûrement des documentations, des wikis, sûrement, en plus c'est Canonical qui gère ça, donc les connaissants, ils ont dû certainement proposer des documentations assez explicites pour vous montrer comment faire. Donc renseignez-vous, trouvez tout un tas de choses comme ça, testez, vous voyez, puis apportez vos retours dans les commentaires, voir un peu ce que vous avez. Et si vous utilisez nos distributions, je vous dis, surveillez dans les tutoriels pour trouver des annexes pour pouvoir configurer autrement que via ces outils que je vous ai montrés là, vos interfaces réseau. Et au moins cette partie est faite. Je vous avouerai que c'est pas forcément la vidéo que je préférais, que j'ai préféré faire sur cette formation, parce qu'il y a trop de choses, c'est trop éparpillé, c'est assez compliqué. Au moins c'est fait, on va pouvoir passer à d'autres choses. On va arriver en plus sur le dernier chapitre qui sera de la programmation, qui sera beaucoup plus intéressant pour le coup. Voilà, mais il fallait vers ça, je pouvais pas faire un cours Linux sans vous montrer comment faire de l'administration réseau, c'était pas possible. Au moins vous êtes prêts, vous êtes armés pour la suite, croyez-moi, si vous avez pigé ça, si vous avez suivi ça, normalement vous êtes tranquille pendant un bon bout de temps, avant que tout vienne à changer à nouveau, et puis qu'on passe sur d'autres outils complètement différents, avec du JSON mélangé avec des interfaces serveurs, je ne sais quoi, bref, que ça parte complètement en cacahuète. À bientôt tout le monde, pour de nouvelles vidéos, et la suite en tout cas de ce cours GNU Linux. Ciao tout le monde.